Merci de nous permettre aujourd'hui de vous présenter donc quelques-uns des résultats d'une enquête sur les artistes plasticiens. Pour commencer, juste un mot peut-être sur le titre même de notre intervention, par lequel nous avons voulu indiquer, Jérémy et moi, sous quel angle principal nous avions choisi de situer notre propos d'aujourd'hui, celui de la diversité. C'est un angle qui n'allait pas nécessairement de soi, puisque l'enquête dont nous allons parler est à tous égards une enquête de sociologie professionnelle classique, qui a produit tout aussi classiquement un portrait de groupe, celui d'individus dotés de caractéristiques très largement communes. Notre enquête est classique d'abord par ses objectifs. Il s'agissait de décrire à un instant T les conditions d'exercice d'un métier artistique en interrogeant directement les professionnels concernés sur leur formation, leurs activités, leurs revenus, etc. Elle est classique aussi par ses méthodes, comme on peut le voir, puisque nous avons une démarche en deux temps. D'abord, une grosse enquête quantitative par questionnaire en ligne auprès d'un échantillon de 6000 artistes, et dans un second temps, une enquête d'approfondissement au moyen d'une cinquantaine d'entretiens en face à face, afin de réintroduire quelques éléments sur la dynamique des parcours professionnels. Cette enquête, enfin, est classique par ses résultats, au sens où ces derniers confirment très largement tous les acquis de la recherche sur les métiers artistiques, à commencer par ceux étudiés et théorisés au sein même de cette chaire. Les réponses des artistes que nous avons interrogés permettent aujourd'hui de brosser un tableau d'ensemble qui n'est pas si différent, au fond, de celui brossé 40 ans plus tôt par l'étude pionnière de Raymond de Moulin. On y retrouve des témoignages assez semblables sur les conditions de l'émergence du goût pour l'art, qui explique l'origine du choix professionnel. On y voit l'influence sur les parcours du passage par une école d'art, surtout lorsque celle-ci est une grande école parisienne. On y voit décrit le spectre de l'activité professionnelle et celui des revenus associés, à peu près dans les mêmes termes que ceux dont rendaient compte les enquêtes des années 80. Et il en va de même assez largement du profil sociodémographique dominant qui se dégage des artistes, sur représentation des classes sociales supérieures, niveau de diplôme très élevé, implantation prioritaire dans les grandes métropoles urbaines et à Paris notamment. Donc tous ces traits communs qui spécifient globalement la population des artistes de longue date se sont bien sûr imposés à nous à la première lecture de ces résultats. Mais en même temps apparaissait aussi l'autre versant du portrait, lui aussi très bien documenté par la recherche sur les métiers artistiques. C'est celui de toutes les différenciations internes qui composent la diversité des profils et des carrières et qui peuvent éclairer les écarts très marqués de rémunération et de réputation qui les spécifient. Et c'est donc plutôt sur celle-ci que nous avons voulu revenir un peu plus en détail, peut-être avec l'hypothèse encore assez intuitive d'un développement de ce versant-là du portrait. Notre présentation se fera en deux temps, correspondant aux deux orateurs. Je rappellerai pour commencer quelques-unes des différenciations internes au groupe, et puis Jérémy reviendra ensuite sur les principaux déterminants de la distribution des ressources et des rétributions du travail artistique. Juste un mot encore sur la source qui a servi de base à cette enquête, parce que c'est important quand il s'agit d'un travail sur les populations artistiques. Nous avons choisi de nous appuyer sur le fichier du régime de protection sociale des artistes-auteurs, la Maison des artistes. Dans ce fichier figure toute personne ayant vendu ou diffusé une œuvre originale, et il est aussi possible de distinguer à l'intérieur de cet ensemble extrêmement ouvert une sous-population qui, pouvant faire preuve d'un certain volume de revenus artistiques annuels, peut en outre demander à être attachée au régime de sécurité sociale spécifique des artistes-auteurs. Alors, pour notre échantillon d'enquête, nous avons voulu garder l'approche la plus extensive du groupe professionnel, c'est-à-dire sans la limiter aux seuls artistes dotés d'un certain montant de revenus, parce qu'elle nous semblait la plus en phase avec l'irrégularité des carrières et surtout celle du revenu artistique et les trous de carrière qui peuvent en découler, y compris chez des créateurs faisant délibérément métier de leur activité de création. Enfin, l'échantillon reflétait aussi, outre les critères habituels d'âge, de sexe ou de lieu de résidence, une certaine diversité disciplinaire, puisque les fichiers de la Maison des artistes classent chaque individu dans une nomenclature de catégories d'œuvres. Donc le titre que nous employons ici, un peu de façon générique de plasticien, recouvre des dominantes disciplinaires variées, mais l'épicentre est bien celui des créateurs des arts visuels. J'aborde donc quelques-unes des différenciations internes, du moins parmi les plus apparentes. Alors, s'agissant d'artistes, on pense d'abord spontanément à des différences qui tiennent au champ artistique lui-même.
la diversité des spécialités disciplinaires et celle de leurs combinatoires en nombre qu'on sait à peu près infini, la diversité des formes d'expression, des courants esthétiques, génèrent inévitablement des modes de production, d'organisation du travail et de valorisation des œuvres qui, eux aussi, bien sûr, sont différents. Alors, cette diversité disciplinaire, nous l'avions déjà un petit peu dans l'échantillon, je viens de le dire, mais nous nous sommes méfiés de cette catégorisation a priori parce que nous savions à la fois qu'elle était figée dans le temps. Un artiste déclaré à la Maison des artistes est classé dans une catégorie d'œuvres lors de sa première déclaration et n'en change plus ensuite. Et nous savions aussi qu'elle était à choix unique, une seule catégorie d'œuvres pour un artiste, même si celui-ci travaille dans plusieurs d'entre elles. Donc l'une des premières questions que nous avons posées interrogeait l'artiste sur sa ou ses spécialités disciplinaires en lui proposant un long menu de 18 items, de la peinture à l'illustration, en passant par le graphe, l'art vidéo, les installations, etc. Le résultat a été ici sans appel. Une large majorité des artistes rattachent sa création à plusieurs disciplines et, sans beaucoup de surprise, cette diversité est beaucoup plus marquée chez les plasticiens les plus jeunes. Les pluridisciplinaires ont en général cité en moyenne entre 4 et 5 spécialités, certains d'entre eux allant même jusqu'à cocher les 18 items proposés pour bien nous signifier le refus de toute catégorisation, telle cette plasticienne dont peut-être vous arrivez à lire le petit extrait d'entretien à l'écran. Nous avons pu noter au passage que cette diversité des médiums ne semblait pas s'accompagner d'une sorte de dilution de l'identité professionnelle. À la question de savoir comment ils nommaient spontanément leur profession lorsqu'ils se présentaient à quelqu'un, 85% des artistes interrogés n'ont utilisé qu'un seul mot ou deux au maximum pour définir cette appartenance, celle visiblement de leur discipline dominante, peintre, sculpteur, ou bien encore celle très unificatrice du mot artiste. La diversité du groupe s'exprime également, bien sûr, à travers celle des ressources financières, matérielles, symboliques que l'artiste parvient avec plus ou moins de bonheur à mobiliser. Ce sont ces ressources, bien sûr, qui rendent possible d'abord le travail de production des œuvres en lui-même, mais aussi le développement de la carrière, l'acquisition de formes de reconnaissance. Dans le cas de l'activité de création, la probabilité que celle-ci puisse générer durablement un revenu suffisant est si incertaine que le cumul des ressources est véritablement la règle et le demeure pour beaucoup tout au long de la carrière. L'une de ces premières ressources est le fait de pouvoir disposer d'un espace dédié au travail artistique. Les artistes sont des travailleurs indépendants, il faut donc qu'ils se procurent par eux-mêmes leur outil de travail. Plus de 8 artistes interrogés sur 10 déclarent disposer d'un tel espace, donc a priori une ressource très largement partagée, peu distinctive. Malgré tout, on peut percevoir certaines différences au niveau déjà des configurations de cet espace, évidemment très diverses, comme l'ont bien révélé les entretiens qui étaient souvent réalisés précisément à cet endroit. Espace intérieur ou extérieur au domicile de l'artiste, espace personnel ou bien espace partagé avec d'autres, vaste atelier lumineux, comme le veut la vision romantique de l'artiste, ou plutôt simple garage, coin très resserré de l'appartement. La différenciation la plus marquée, vous le voyez peut-être dans le tableau, est cependant liée à l'âge. Ce sont surtout les plus jeunes qui disposent moins de cette ressource, ou peut-être serait-on tenté de dire qu'ils n'en disposent pas encore, puisqu'on voit que la possession d'un atelier augmente linéairement avec l'avancée en âge. On remarque aussi dans les autres colonnes du tableau que dans les tranches d'âge les plus jeunes, l'appropriation de cet espace est assez différente de celui des aînés. Les jeunes sont à la fois plus enclins à disposer d'un espace partagé avec d'autres et moins enclins à travailler seuls. Alors, une tendance qui est visiblement motivée, au moins en début de carrière, pour des raisons économiques, et qui renvoie aussi à cette pratique de la pluridisciplinarité dont on vient de voir à l'instant qu'elle était plus répandue chez les jeunes. Et l'atelier à plusieurs, c'est aussi l'incarnation du collectif, un lieu de socialisation professionnelle, de partage d'informations et de soutien mutuel, comme le suggère bien le petit extrait d'entretien avec cette plasticienne. Dans les entretiens, en tout cas, il est clair que la conquête de cette ressource fait partie des priorités de la première séquence de vie professionnelle, au moment où le fait d'avoir son atelier est un moyen de réassurance personnelle dans le choix d'être artiste, ou au moins de vouloir l'être, et aussi un moyen de séparer formellement vie professionnelle et vie personnelle, donc un signe de professionnalité vis-à-vis des pairs et vis-à-vis du public. Il faut citer bien sûr bien d'autres types de ressources qui sont, elles, plus inégalement réparties, notamment les dispositifs d'aide à la création.
En France, où les politiques publiques de soutien aux artistes relèvent d'une très longue tradition, ces dispositifs sont nombreux et de nature très différente. On peut voir sur le graphique ceux que nous avions suggérés dans le questionnaire d'enquête. Alors, au moment de l'enquête, ce sont un peu plus d'un artiste sur 3 qui déclarent avoir bénéficié d'au moins un de ces dispositifs. Et l'on pressent déjà dans ce pourcentage, somme toute relativement modeste, que la capacité plus ou moins grande à capter ces dispositifs est un facteur important de différenciation des carrières sur lequel Jérémy va revenir dans un instant. Ces différences d'accès aux aides, en tout cas, ne sont pas le fruit du hasard. Pour mobiliser ce type de ressources, il faut des connaissances et des savoirs spécifiques, ce que perçoivent assez bien d'ailleurs les artistes lorsqu'ils l'évoquent en entretien. Savoir se repérer dans le champ institutionnel et le maquis des aides, identifier les bons interlocuteurs, remplir les dossiers administratifs en employant le bon vocabulaire, accepter aussi d'y passer du temps, souvent beaucoup de temps. Ce sont autant de compétences qui, certes, peuvent s'acquérir au fil de la carrière, mais sont d'autant mieux et plus vite mobilisées par les artistes qui les ont acquises très tôt, par leur formation, par leur milieu social d'origine ou encore par leur résidence parisienne, là où convergent tous les réseaux d'information pratique sur les aides disponibles. Un troisième type de ressources a été abordé dans l'enquête, qui concerne aussi un bon tiers des artistes. C'est celui qu'apporte, à des degrés là aussi variables, le cercle des proches, les parents, les amis, le conjoint, la conjointe. La question était bien circonscrite. Nous voulions tester l'aide pour l'activité de création, celle-là seulement, mais sous toutes ses dimensions, depuis les tâches de conception jusqu'à celles de valorisation des œuvres, en passant par le travail administratif ou comptable. La nature de l'aide, là aussi, était très diverse. C'est l'aide à la valorisation des œuvres qui est venue en tête des réponses, ensuite l'appui aux tâches administratives et comptables liées au travail de création et au statut d'indépendant dans lequel il s'exerce, mais pour un tiers environ des bénéficiaires de ce soutien, il s'agit aussi d'une aide au travail de création proprement dit, collaboration aux phases de recherche, de documentation, de réalisation d'esquisses, voire de production de l'œuvre elle-même. C'est un aspect peut-être un petit peu moins attendu de la ressource, mais qui renvoie aussi sans doute pour partie au niveau élevé d'endogamie dans cette population, puisque 19% des artistes de l'enquête qui sont en couple le sont en effet avec un ou une autre artiste. Enfin, la diversité s'exprime bien sûr aussi à travers celle des rétributions matérielles et symboliques du travail artistique. Dans le registre matériel, la faiblesse globale, l'irrégularité et la très forte dispersion du revenu artistique sont des caractéristiques trop bien connues de ces professions pour que les résultats de notre enquête ne puissent qu'en actualiser le constat. Donc, comme on peut le voir dans le tableau, première observation, un volume annuel de revenus artistiques plutôt faible, un peu plus de 13 000 € en moyenne, 5 500 € en revenu médian. La deuxième observation, c'est la fameuse courbe qui épouse le profil d'une courbe de Pareto. Ce revenu est très inégalement réparti. Ici, 10% des artistes les mieux dotés se partagent 40% des revenus totaux, tandis que la moitié des artistes de l'enquête se partagent 6% seulement des revenus totaux. Nous avions fait le même travail sur l'ensemble de la base de la Maison des artistes anonymisés et obtenu une courbe un peu différente, nettement plus concentrée encore, qui nous dit que notre population d'enquête sous-estime un petit peu les très hauts revenus et surestime au contraire les plus bas. Enfin, troisième observation, les montants de revenus si faibles expliquent directement qu'un artiste sur 2 de l'enquête ait recours pour soutenir son activité de création à la pluriactivité, là encore dans des configurations variées. Le questionnaire demandait aux artistes pluriactifs de situer l'activité de création dans l'ensemble de leurs autres activités, à la fois en termes de revenus et de temps passé. L'éventail des autres activités était réduite à 4 catégories un peu grossières en fonction du nombre des activités, mais surtout du degré de proximité avec l'activité de création. Donc enseignement, activité dans le domaine artistique, activité hors du domaine artistique. Donc comme on peut le voir dans la colonne de droite, on peut vérifier que dans aucun des 4 profils de pluriactivité, le revenu artistique ne compose la part majoritaire du revenu total. Quant à la colonne de gauche, qui est donc sur le temps passé, elle dit au moins 2 choses. D'abord qu'une seule configuration est réputée préserver l'essentiel du temps disponible à la création, celle qui consiste à n'avoir qu'une seule activité dans l'enseignement. Elle dit aussi, bien sûr, la valeur accordée par l'artiste à son travail de création, son cœur de métier, quelle que soit l'intensité de ses autres activités. Puisque même dans les configurations a priori les plus défavorables en termes de gestion du temps,
le travail créatif est tout de même réputé occuper près de la moitié du temps disponible de l'artiste, ce dont on peut très sérieusement douter parfois. S'agissant enfin, et je vais bientôt passer la parole à mon complice, des rétributions symboliques, on les approche dans une enquête comme celle-ci, notamment à travers la catégorie des lieux d'exposition et les catégories de clientèle auxquelles les artistes nous disent avoir accédé. On voit bien reproduit dans le graphique de gauche qui concerne les lieux d'exposition le classement par ordre, enfin c'est le classement par ordre des réponses, mais qui nous montre la hiérarchie symbolique des lieux d'exposition. Donc à côté d'espaces qui accueillent assez largement les artistes comme les salons, les galeries et surtout l'atelier personnel de l'artiste, d'autres lieux beaucoup plus confidentiels comme les centres d'art, les musées, les fondations ont accueilli les œuvres d'une sous-population à la fois plus restreinte et surtout dotée d'un profil particulier, comme Jérémy va nous l'expliquer. On voit d'ailleurs dans l'extrait du peintre qui s'affiche donc sur la diapo que cette hiérarchie des lieux d'exposition est assez bien perçue généralement par les artistes, au moins en ce qui concerne ce premier grand clivage entre privé et public, marché et institution. Et enfin, dans le graphique de droite, donc ce même déséquilibre pour les catégories de clientèle, entre une catégorie qui écrase toutes les autres, celle de la vente aux particuliers, et puis des catégories au contraire qui concernent une petite partie, voire une toute petite minorité des artistes. Merci Frédéric. Alors, pour prolonger un peu l'exploration de cette diversité des formes, des ressources et des rétributions du travail artistique, il peut être utile d'observer la manière dont les différentes lignes de clivage dont on vient d'évoquer se combinent. Et donc, pour ce faire, nous avons réalisé une analyse des correspondances multiples, donc une analyse statistique, qui vise à rendre compte de la structuration de l'espace des pratiques professionnelles et de la position des artistes au sein de cet espace dans une perspective un peu relationnelle. Alors, que montre cette ACM? Donc, elle montre que l'espace des pratiques professionnelles des arts est organisé en fonction de deux principes de hiérarchisation. Donc, une première échelle de réussite économique que vous avez en ordonnée, qui est structurée notamment par la variable des revenus. Vous voyez un peu les variables ou pas? Ouais, parce que c'est écrit un peu petit, mais bon. Par la variable de revenus, et qui est une échelle de revenus, pardon, et qui fait apparaître aussi les types d'exposition ou de ventes qui sont les plus rémunératrices. Ah, mais super. Ah, mais merci. Donc, il fait apparaître les types de ventes qui sont les plus rémunératrices. Donc, vendre à une association en bas, ou les galeries associatives, là, les ventes associations, et vendre, par exemple, à des fondations en haut. Et en abscisse, vous avez une échelle de reconnaissance symbolique qui correspond à une échelle de légitimité dans le champ artistique, qui oppose notamment l'exposition au domicile ou à l'atelier, comme on le disait tout à l'heure, à gauche, à l'exposition dans des centres d'art, à droite, ou encore la vente à des particuliers à gauche et la vente à des fondations à droite. Alors, pour faciliter un peu la compréhension de la structuration de cet espace, nous avons réalisé à partir de cet ACM une classification qui permet d'identifier 4 classes. Donc là, c'est les artistes de notre échantillon, et en couleur, les classes. Donc, je repasserai peut-être ensuite sur le premier, mais là, c'est juste pour vous donner aussi une illustration du nombre, enfin de là où se situe la masse, et de la dispersion un petit peu des individus quand on monte dans la hiérarchie économique et symbolique. Donc, en fait, on a donc ces 4 classes qui correspondent à 4 pôles à peu près de l'ACM. Et pour en faire une rapide description, donc, en noir, vous avez la classe qui a une forte reconnaissance économique, mais une légitimité artistique assez modeste, donc avec comme modalité qui la caractérise plutôt la sculpture et les pratiques pluridisciplinaires, des expositions et des ventes, surtout dans le secteur privé, donc les hôtels, restaurants, des entreprises, des petites galeries marchandes, souvent en chaîne, etc., une mobilisation assez faible des soutiens publics, des revenus artistiques plutôt élevés, on est plutôt au-dessus de 15 000 €, et donc des artistes qui sont plutôt monoactifs. La deuxième classe en rouge, donc, qui était numériquement la plus importante, vous voyez, donc avec une faible réussite économique et symbolique, qui est caractérisée surtout par la peinture et les arts décoratifs, comme la céramique par exemple, quasiment aucun accès aux dispositifs de soutien, ni public ni privé, des expositions qui sont plutôt dans des lieux associatifs, des médiathèques, des salons locaux, et des ventes qui sont presque uniquement à des particuliers. Et on a donc des revenus artistiques qui sont très bas, moins de 5 000 € généralement, et des artistes qui ont souvent une activité secondaire. En vert,
ici. Donc vous avez une classe où la réussite économique est plutôt moyenne, mais dans des espaces à forte légitimité artistique. On a ici les réalisations de plasticiens, plutôt relevant de l'art contemporain, quel que soit le médium. Une forte mobilisation, cette fois, des soutiens publics et des expositions dans les musées et dans les centres d'art, mais très peu de ventes et d'acquisitions dans cette classe. Et on a des revenus artistiques, du coup, moyens, qui sont moyens, plutôt entre 5 et 15 000 euros par an, et une pluriactivité qui est présente, mais qui est moins marquée que dans la classe 2. Et enfin, donc, en bleu, donc vous voyez qu'il y a plus grand monde, donc forte reconnaissance symbolique et des revenus importants, une réussite économique importante. On retrouve ici aussi des réalisations de plasticiens, plutôt de l'art contemporain, mais aussi un peu de sculpture. On a le même accès que dans la classe 3 au soutien public et des expositions en musées et centres d'art, mais ce qui caractérise cette classe et qui la distingue des autres, c'est la relation avec les fondations, pour les aides, pour les expositions et pour les acquisitions. Et donc là, on a des revenus artistiques très importants, donc au-dessus de 15 000, et même une modalité qui a été recodée, donc qui n'apparaît plus là, mais plus de 30 000 euros par an. Donc on a 4 classes assez distinctes, qui ne correspondent pas non plus à des étapes de la carrière. On ne commence pas en bas à gauche pour finir en haut à droite. On a plutôt des carrières qui se réalisent, qui se déroulent dans des espaces professionnels et artistiques assez différents. C'est une interprétation qui est confirmée à la fois par l'analyse en termes d'âge. Il n'y a pas de différence très significative en termes d'âge. Alors en bas à gauche, on est un peu plus jeune, mais il y a beaucoup aussi de moins de 40 ans dans la classe la plus favorisée ou celle qui a la plus grande réussite. Donc ce n'est pas un critère déterminant. Et les entretiens également ont largement confirmé ces profils de carrière relativement stables, même si on a quelques exemples d'artistes, par exemple, qui pourraient être plutôt dans ce pôle en bas à gauche, classe 2, enfin, c'est pôle théorique, hein, mais qui, en captant des aides, des subventions publiques, par exemple, arrivent à atteindre cette classe 3, ou des artistes de cette plutôt classe 3 qui, parce qu'ils parviennent à acquérir une certaine reconnaissance institutionnelle ou sur le marché, peuvent migrer théoriquement, encore une fois, vers la classe 4. Mais c'est d'une part assez rare, et surtout, c'est des profils de carrière qui se dessinent assez tôt. Je renvoie notamment aux travaux de Séverine Marguin, qui évoque le moment charnière des 40 ans dans les carrières de plasticiens. Donc voilà, finalement, on a cet âge qui joue assez peu. Alors si l'âge joue assez peu, l'analyse montre en revanche que 3 variables contribuent très fortement à la caractérisation des classes. C'est de manière assez classique, hein, mais je vais essayer d'y revenir un peu en détail. C'est le passage par une formation artistique supérieure. Alors je vais souvent dire les diplômés pour aller plus vite, parce que 85%, je crois que c'était des gens qui passent par une formation artistique supérieure sont diplômés, donc je dirais les diplômés. C'est le genre. Alors, cette fois, pas au sens de genre esthétique, mais du genre comme relation de rapport social de sexe, et l'origine sociale. Voilà. Donc, on voit apparaître assez clairement, alors, je vais me servir du pointeur, cette structure inégalitaire avec plutôt des hommes ici et plutôt des femmes ici, classe populaire, classe moyenne et classe supérieure, en gros. Voilà. Donc, c'est pas un résultat qui est très surprenant pour quiconque est un peu familier des études sociologiques depuis une bonne 50aine d'années, hein, ces rapports de domination de genre et de classe. Ce qui est un peu plus intéressant peut-être, et en tout cas moins attendu, c'est la manière dont évoluent ces inégalités, notamment en lien avec l'augmentation du passage par les formations artistiques supérieures. Alors, juste pour préciser, ce n'est pas le nombre d'étudiants dans les écoles d'art qui augmente, c'est bien la part des artistes qui ont suivi une formation artistique supérieure parmi ceux qui se lancent dans la carrière qui augmente. Dans notre population d'enquête, on a 40% des plus de 60 ans qui sont diplômés pour 73% des moins de 40 ans. Donc il y a vraiment un mouvement dans ce sens. Et même si on sait que le diplôme, ça constitue ni un droit d'entrée, ni un gage de réussite dans les carrières artistiques, cette formation, elle joue quand même un double rôle tout à fait déterminant, qui est classique, mais qu'on peut quand même rappeler. C'est d'une part un rôle didactique. On apprend le métier dans ses dimensions théoriques et techniques. Et aussi, et peut-être surtout, un rôle de socialisation pré-professionnelle. Je vous renvoie par exemple à la thèse de Jérémy van den Bunder sur ce point notamment. Alors, on y rencontre des gens, des mondes de l'art, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. On apprend quels sont les lieux et les personnes ressources pour développer sa carrière, etc. Et de fait, hein, comme on l'avait vu tout à l'heure sur l'ACM, et les tris croisés le montrent bien aussi, ce sont les artistes qui sont passés par ces formations supérieures qui accèdent bien plus souvent que les autres aux diverses aides à la création. Ils réalisent plutôt leur première exposition.
6 ans en moyenne, hein, quand même d'écart, et ils vendent plutôt leur première œuvre, 7 ans en moyenne de différence. Donc vraiment un rôle structurant. Mais voyons maintenant comment ça s'articule avec les rapports de genre et aux rapports de classe. Là aussi, de nombreux travaux ont déjà bien montré les inégalités de genre dans les carrières artistiques en général, ou la position dominée des femmes sur le marché de l'art contemporain. On pense aux travaux d'Alain Quemin, par exemple. Notre enquête, elle confirme très largement ces résultats quand on les observe de manière globale d'inégalité de revenus ou d'accès aux ressources entre les hommes et les femmes. Mais on peut quand même se demander si l'augmentation du recours à la formation supérieure, et qui est d'ailleurs particulièrement marquée pour les femmes, hein, on peut penser à la thèse de Mathilde Provençal par exemple, est-ce que cette augmentation du recours à la formation artistique agit d'une manière ou d'une autre sur les inégalités de genre? Alors, de manière générale, les femmes plasticiennes, donc je renvoie plutôt à la catégorie 3 tout à l'heure, là on avait les réalisations de plasticiens, quand on regarde de façon globale, elles accèdent moins souvent que les hommes aux diverses aides publiques à la création, et aux aides privées aussi par ailleurs. Il y a quand même deux éléments qui révèlent cependant une certaine tendance à la réduction des inégalités. C'est d'une part le fait que les écarts de réussite à l'obtention de ces aides entre hommes et femmes se réduisent considérablement chez les moins de 40 ans. Au-dessus de 40 ans, on a 8 points d'écart entre hommes et femmes, et en dessous de 40 ans, il n'y a plus que 2 points d'écart. Et plus encore, ces écarts de réussite, ils s'annulent presque chez les diplômés. Donc, en fait, si en moyenne, elles sont plus souvent... Enfin, ça a des effets aussi sur les revenus, hein, donc accès aux ressources, et puis ensuite rétribution en termes de revenus. De manière générale, les femmes sont plus présentes que les hommes dans la tranche la plus basse des revenus artistiques, hein, c'était les moins de 5 000 euros. En fait, cet écart se réduit chez les moins de 40 ans et il s'inverse même chez les diplômés. Autrement dit, quand elles sont diplômées, les femmes artistes, en tout cas chez les plasticiennes, réussissent entre guillemets un peu mieux que les hommes. On a 54% de femmes diplômées de moins de 40 ans qui sont dans la classe de revenus inférieurs à 5 000 euros par an, et 59% des hommes dans la même situation. Alors on peut quand même nuancer ce résultat, cette réduction des inégalités, puisqu'elle s'arrête aux portes de la tranche supérieure des revenus. Quand on regarde au-dessus de 30 000 euros, il n'y a plus que il y a 18% d'hommes moins de 40 ans diplômés et 4% de femmes de moins de 40 ans diplômées. Et donc tout se passe comme si le bénéfice qu'elles tiraient de leur formation, ils s'arrêtaient, ils profitaient ou ils jouaient surtout en début de carrière ou pour des opportunités professionnelles qui sont moins rémunératrices, et au-dessus, pour les positions les plus prestigieuses, le plafond de verre reste important et bien présent. Et il tient au moins autant à des rapports de genre qui jouent dans le champ artistique. Marie Buscato, par exemple, rappelait cette idée que les représentations dominantes du talent restent encore très largement des représentations masculines. Et ça tient aussi à des rapports de genre qui jouent dans l'espace domestique. Voilà, quand il y a mise en couple, et plus encore avec l'arrivée des enfants, associé à une très inégale répartition du travail domestique et familial, ça constitue toujours un frein à la carrière des femmes. Et donc, puisqu'on est sur les freins, on peut facilement embrayer sur la dernière catégorie, qui est la catégorie des inégalités de classe. Les freins à la carrière artistique des artistes issus de classes populaires sont nombreux, pour n'en citer que deux, pour aller un peu rapidement. D'abord, compte tenu de la distance sociale au monde de l'art, le projet de vivre de l'art, de faire carrière dans l'art, est souvent plus difficile encore à concevoir pour ces artistes-là et à faire accepter par leur famille. Et deuxième élément aussi, la faiblesse des ressources familiales rend plus difficile tant la réalisation des études que le maintien dans la carrière, notamment au début, quand la situation est précaire au plan économique. Voilà. Mais on pourrait se demander là aussi si, comme dans le cas du genre, le recours plus fréquent à la formation artistique supérieure n'atténue pas un petit peu ces inégalités de classe. Non. Alors désolé pour le suspense, on est un petit peu pressé. Donc non, ça n'atténue pas ces inégalités de classe. D'abord parce que le recrutement social et scolaire des écoles d'art reste élitiste, comme l'a montré déjà Gallaudet et Michaud en 2003. Là, aujourd'hui, on a 80% de diplômés chez les moins de 40 ans issus de classes supérieures et 67% pour les artistes issus des classes populaires. Et deuxièmement, contrairement à ce qu'on a pu observer donc, pour les différences entre hommes et femmes, cette fois, on a un accroissement des écarts en dessous de 40 ans, et c'est le cas aussi parmi les diplômés, et même de façon assez forte. Donc on a, pour juste donner encore quelques chiffres, on a quand même donné beaucoup, donc je sais que vous devez être un petit peu fatigué là-dessus,
Mais donc, je retrouve, voilà, c'est là. Parmi les artistes de moins de 40 ans passés par une formation supérieure, 71% des artistes d'origine populaire gagnent moins de 5 000 € par an, contre seulement 35% des artistes issus des classes supérieures. C'était pas clair ce que je viens de dire. Donc 71% pour les artistes issus de classes populaires sont à moins de 5 000 € par an, pour 35% des artistes issus des classes supérieures. Et donc on avait un écart de 36 points là. Et quand on regarde au-dessus de 40 ans, cet écart n'est que de 15 points. Donc il y a un accroissement assez considérable de l'écart en fonction de l'origine sociale. Alors l'interprétation de ce renforcement des inégalités, elle n'est pas complètement aisée. L'explication ne peut pas être monocausale, mais par exemple, on peut remarquer que les enfants des classes populaires fréquentent plus souvent les écoles territoriales que les écoles nationales, et a fortiori parisiennes. Et on sait que la valeur des écoles, toutes les écoles ne se valent pas en tout cas sur ce marché de la formation, et qu'elles n'ouvrent pas les mêmes portes, ou en tout cas elles ne donnent pas accès aux mêmes positions, pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Et merde, pardon. J'ai dit merde, là, et c'est filmé. Ensuite, le fait que le diplôme ou l'école ne réduisent pas, mais au contraire aggravent les inégalités de réussite, renforce l'idée selon laquelle ce n'est pas l'école qui constitue en elle seule le capital spécifique utile dans le champ artistique, mais qu'elle, d'une certaine manière, amplifie des ressources, des dispositions sociales antérieures des élèves. Et donc même si elle joue son rôle démocratique en transmettant, en apportant à tous les mêmes savoirs, on peut constater qu'elle constitue finalement un rouage de plus dans la dynamique des avantages cumulatifs bien connus des habitués de cette chaire. Donc voilà, j'arrive au bout de mon temps de parole. Juste 2 phrases pour conclure. Je passe à la conclusion. D'abord, on pourrait se dire, reste à voir comment vont continuer à évoluer ces inégalités dans un contexte qui peut être caractérisé de 2 manières. On peut penser d'abord à la situation sanitaire actuelle. Est-ce que dans la situation présente, seuls les plus fragiles se sont effondrés? Est-ce qu'ils ont été plus nombreux à quitter la carrière? Ou est-ce que tout ça a déstructuré ou restructuré un petit peu plus largement le champ? Et deuxièmement, on peut penser aussi à ce qui peut agir, ce qui peut affecter ces inégalités, c'est les réformes en cours de l'enseignement supérieur artistique, avec un effort très fort de professionnalisation, en tout cas une injonction à la professionnalisation dans les études, et aussi tout un ensemble d'efforts qui sont d'ailleurs régulièrement affichés politiquement pour permettre une ouverture à, je cite, la diversité sociale et culturelle. Voilà. Sauf que pour pouvoir le savoir, si ces évolutions évoluent, reste aussi à espérer qu'en ces temps de restructuration administrative, le DEPS bénéficiera toujours des moyens nécessaires pour à la fois conduire et commander des enquêtes de cette ampleur. Et donc je remercie là aussi Frédéric Pathiero pour avoir permis ce genre d'enquête et puis pour la confiance qu'elle accorde aux chercheurs.